Roselyne Bachelot, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Je m'appelle Roselyne Bachelot-Narquin et je suis docteur en pharmacie de profession, ce qui est l'amour de ma vie, d'être pharmacienne et d'avoir conquis mon diplôme de haute lutte, puisque j'ai commencé mes études après 10 ans de salariat. J'ai commencé mes études, j'avais 30 ans, et j'en suis sorti major de ma promotion. Je les ai écrasés, les petits jeunes. Et puis ensuite, j'ai fait une carrière politique classique, mais je viens de la société civile, j'y tiens beaucoup. D'abord conseillère générale, conseillère municipale, première vice-présidente d'un conseil régional. J'ai été élue à l'Assemblée nationale en 1988, où j'ai été élue et réélue 5 fois de suite. Et j'ai été ministre de l'écologie de 2002 à 2004, ministre de la santé de 2007 à 2010, ministre des affaires sociales de 2010 à 2012, date où j'ai décidé de quitter la carrière politique, décision qui avait été prise plusieurs années auparavant. Et là, j'ai commencé une carrière dans les médias de chroniqueuse et d'éditorialiste, d'abord dans le groupe Canal+, puis dans le groupe Next Radio, et aujourd'hui dans le groupe TF1 pour LCI, où j'anime, aux côtés de Julien Arnaud, une émission de 2 heures tous les matins, de 10h à 12h, La République LCI. Ce qui ne m'empêche pas d'être par ailleurs chroniqueuse et critique musicale, à la fois sur Forum Opéra et sur France Musique, et d'être au board ou à la direction de 13 grandes associations caritatives qui occupent beaucoup de mon temps et de commettre un certain nombre de livres. La pharmacie était une passion forte, initiale? La pharmacie a été peut-être un deuxième choix, parce que quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire Sciences Po, elle m'a dit « Ma petite fille, ce sont des métiers de saltimbanque. Il n'y a que 3 choses qui sont convenables, être médecin, dentiste ou pharmacien. » Vous savez, mes parents étaient d'origine très modeste et ils avaient une sorte de vénération pour les professions médicales. Et la vie a fait que je n'ai pas pu commencer ces études tout de suite, puisque j'ai, comme un certain nombre de femmes, je me suis mariée jeune à l'époque, mère ensuite, et c'est après avoir financé les études de celui qui était mon époux que j'ai pu m'inscrire en faculté. Et la politique est arrivée dans votre vie par l'entremise de votre père ou on ne peut pas le dire? La politique est arrivée clairement par l'emprise, vous voyez, le mot est terrible, par le truchement de mon père et de ma mère. Mon père et ma mère étaient tous les deux résistants. Mon père dans le maquis de Champeaux, dans la Nièvre, ma mère dans le maquis des Montagnes Noires. L'un FTP, l'autre FFI, ce qui explique sans doute mes origines contrastées. Mon père clairement du Parti communiste et ma mère clairement de la démocratie chrétienne. Et je pense que cette jonction, on a fait des gaullistes, cette synthèse a été réalisée par le gaullisme. Mon père, sortant du maquis à 22 ans, s'est vu confier la responsabilité d'un journal par le général de Gaulle. Il est devenu rédacteur en chef d'un journal de la PQR. Bon, il a posé son fusil pour prendre la plume. Ma mère, elle, a été plus discrète, mais parce que ce n'était pas l'époque où les femmes faisaient des carrières politiques, mais elle eut mérité de faire cette carrière au même titre que mon père. Et la saga familiale veut que j'ai assisté à ma première réunion politique, 9 mois et demi dans les bras de mon père, qui vient lancer le RPF, dont mon père avait la carte 8 ou 9, et j'étais dans les bras de papa, et le général de Gaulle, qui n'était pas bisou, m'a embrassé sur les joues, sur la joue, je ne sais si la joue droite ou la joue gauche, mais ça, c'est ce que dit la saga familiale. Et toujours, je n'ai pas souvenir que nous ne parlions pas de la France, que nous ne parlions pas de l'histoire de notre pays, de l'amour que nous lui portions. Je n'ai pas souvenir d'un repas qui ne fut pas consacré à cela. Il n'y avait jamais chez moi des conversations médiocres ou subalternes. Et ça, je l'ai vraiment porté en moi pendant toute mon enfance. Et mon engagement militant m'a marqué toute jeune. Avec maman, nous allions
distribuer des tracts ou coller des affiches. J'avais 7 ou 8 ans. Je me souviens que ma mère avait été interpellée par une dame qui lui avait dit « Mais vous n'avez pas honte de faire distribuer des journaux à une petite fille aussi jeune ?» Et ma mère l'avait toisée et elle lui avait dit « Et vous n'avez pas honte de ne pas vous occuper des affaires de votre pays ?» C'était cela ma jeunesse. Est-ce que lorsque vous êtes entré en politique, si j'ose dire, vous avez hésité sur les chemins à emprunter, gauche, droite, ou est-ce que ces termes ne vous correspondent pas? Je n'ai absolument pas hésité dans le sens politique de mon engagement. Nous étions d'une famille gaulliste et j'étais gaulliste. Par contre, où j'ai hésité, c'était sur le fait de s'engager dans la carrière politique, dans le militantisme. Ça ne me posait pas de problème, c'était une évidence. Comment défendre des idées au niveau qui était celui de mes parents, des gens qui avaient risqué leur vie pour la France. Mes grands-parents paternels avaient hébergé le maquis. Mes grands-parents maternels cachaient des juifs dans le grenier, des aviateurs canadiens dans la cave. Ma grand-mère aussi était une grande résistante. Mes parents, je ne pouvais pas imaginer de ne pas me situer dans cette filiation. Par contre, m'engager dans une carrière politique, ça c'était plus compliqué pour moi. J'avais le sentiment, et j'en ai toujours la conviction, qu'il est très difficile pour une jeune maman de faire de la politique. Moi j'étais un peu une maman poule, j'aimais beaucoup m'occuper de mon foyer, et j'ai pensé à la carrière politique la trentaine passée. Mais mon père m'a dit, qui était lui-même à l'époque député de Maine-et-Loire, mon père m'a dit, à ce moment-là, il ne faut pas qu'à aucun moment on puisse imaginer que tu as eu un mandat de grâce et de faveur. Donc tu vas choisir un secteur où tu n'as aucune chance d'être élu. Et c'était des élections cantonales, élections départementales, dit-on maintenant, en 1982, juste après la victoire de François Mitterrand au présidentiel. Et c'était un secteur où François Mitterrand avait fait 58% des voix, où le conseiller général était un socialiste sortant, un homme fort estimable, très aimé, ancien résistant lui-même, compagnon d'ailleurs du meilleur ami de mon père, René Lacombe, qui était compagnon de la Libération, compagnon de Jean Moulin. Donc un homme vraiment extraordinaire. Donc évidemment, comme je n'avais aucune chance, le RPR de l'époque m'a donné la vestiture. J'ai non seulement gagné la primaire à droite, mais les 58%, c'est moi qui les ai faits. À la stupéfaction générale, ce qui m'a valu, arrivant à la préfecture pour les résultats de cette élection, qui m'a valu cette réflexion d'un des ténors de la droite départementale du Maine-et-Loire, si on avait su que c'était possible, nous aurions envoyé un homme. Je me suis dit, ça va très mal se passer. Avez-vous senti une profonde évolution dans les rapports entre hommes et femmes dans le milieu politique? C'est évident. Je suis arrivé dans un monde qui était Jurassic Park. Quand je suis élu au Conseil général de Maine-et-Loire, 41 conseillers généraux, nous sommes 2 femmes. Ma collègue n'avait pour seul attribut que dans les voyages officiels ou dans les réceptions de délégations, de donner le cadeau, vous savez, qu'on offre dans ces circonstances. Elle n'avait absolument pas la parole, la pauvre Madeleine. Et donc, j'arrive, jeune femme, dans ce milieu, et je réalise tout de suite, quand le président du Conseil général, qui avait quand même plus de 80 ans, présente, il y avait une sorte de cérémonie d'intronisation où le président du Conseil général présentait aux collègues déjà installés les nouveaux. J'étais évidemment la seule femme. Et la dernière à être présentée, puisque nous étions présentés par âge, et chaque homme, nous attendons dans le couloir, chaque homme était présenté avec ses qualités, ses missions, ses engagements. Quand est arrivé mon tour, je me suis dit, ça va être formidable, je rentre dans ce qui était la salle capitulaire du monastère qui servait de salle de réunion, et je n'ai eu droit qu'à cette seule présentation
Madame Bachelot, dont chacun connaît le charmant sourire. C'est la seule présentation que j'ai eue de la part du président du Conseil général. Et je me suis dit, ça va très mal se passer. Et de la même façon, j'arrive au Conseil régional, je suis la seule femme membre du bureau du Conseil régional. Et le président du Conseil général, alors que je mène la liste, que j'aurais eu droit à soit une présidence de commission, soit un poste de vice-président, j'ai un poste de secrétaire du bureau, parce que le président Olivier Guichard, qui est mon second père en politique, et qui m'aime infiniment, me dit « Jamais on n'obéira une femme à la présidence d'une commission ». De la même façon, j'arrive dans un Parlement, ça paraît incroyable, mais j'arrive dans un Parlement où il y a 6% de femmes en 88, moins qu'à la Libération. Donc j'ai fait toute ma carrière politique dans un milieu où nous sommes des oiseaux rares, ceux qui n'avaient pas d'ailleurs, il faut être tout à fait honnête, que des désavantages. Avez-vous senti à votre détriment les ravages d'une forme de misanthropie politique? Je veux dire par là que durant vos activités ministérielles, est-ce que vous avez eu le sentiment à plusieurs reprises d'une totale injustice? J'ai eu des sentiments d'injustice, même si, étant fille de résistants et, je dirais, la sorte de solidarité résistante qui existait, qui était très forte à l'époque, m'a toujours protégée. Des gens comme Jacques Chaban-Delmas, c'est lui qui me reçoit à l'Assemblée nationale. Jacques, alors gamine, comment ça va? C'est toujours la façon dont il me saluait. J'avais donc autour de moi, fille de résistants, des gens qui étaient vraiment dans une situation paternelle à mon égard. Mais les injustices, oui, toujours. Il y a des postes que j'aurais dû avoir, des rapports que j'aurais dû avoir, que je n'ai pas eu parce que j'étais une femme. Et c'est vrai que cette expérience du Conseil général où on me refuse, par exemple, je voulais être membre de la commission des finances. J'ai donc été élu avec la décentralisation. On me donne, on m'accepte à la commission des finances. Ces messieurs n'avaient encore pas compris ce qu'était la décentralisation. Évidemment, au renouvellement triennal, ils avaient mis 3 ans à comprendre qu'avec la décentralisation, les choses se passaient à la commission des finances. On m'en vide. 3 ans pour comprendre, mais à partir du moment où ils comprennent que les choses se passent là, on m'éjecte de la commission auquel on m'avait admise parce qu'on pensait que ce n'était pas important. On me refuse ce poste de vice-président au conseil régional. On vous laisse, on vous contient dans des tâches subalternes. Nous recevons, avec le bureau du conseil régional, nous recevons l'ambassadeur des États-Unis et son épouse. Je suis la seule femme. Ces messieurs font une réunion de travail avec l'ambassadeur et à moi, on me demande de prendre le thé avec la femme de l'ambassadeur. J'ai dit, mais non, moi je veux être dans la réunion avec vous, je suis membre du bureau. Et Olivier Guichard m'a dit, t'es bien comme ton père, t'es une emmerdeuse. Voilà, et à l'Assemblée nationale, de la même façon... Les horions, les lazis, les injures, et je ne peux que constater, c'est fort heureux que ces choses-là sont terminées. Elles sont terminées parce que les choses ont progressé, qu'il y a eu des prises de conscience. Elles sont aussi terminées parce que la punition médiatique des écarts que j'ai subis dans ma carrière politique, cette punition médiatique est très très forte. En même temps, vous avez eu l'honneur, vous l'avez dit, d'être plusieurs fois ministre sous 2 présidents de la République, ce qui n'est pas rien. J'ai effectivement, à l'heure actuelle, une des belles carrières politiques de femmes. Nous sommes une dizaine de femmes, simplement avoir une carrière politique comme celle que j'ai eue, c'est-à-dire des postes importants, être ministre de l'écologie, ministre de la santé et des sports, ministre des affaires sociales, sont évidemment des postes où on gère plusieurs centaines de milliards d'euros, où on est à la tête d'administrations puissantes. Et je réalise la chance que j'ai eue. Quelle est l'activité ministérielle qui vous a procuré le plus de joie, si vous pouvez hiérarchiser?
celle qui m'a procuré le plus de joie, c'est d'être ministre des Sports, parce que c'est un poste terriblement amusant que d'être le premier supporter des équipes nationales et d'avoir des beaux événements, assister aux Jeux Olympiques à Pékin, aux Jeux d'hiver à Vancouver, de faire une coupe de rugby, d'avoir de moins bons souvenirs comme la Coupe du Monde de football en 2010 avec nos footballeurs à Naïsna, ça c'est un des mauvais souvenirs du poste, mais d'accompagner les Bleus, notre équipe de handball dans un palmarès absolument incroyable. Je parle d'un amusement, mais le plus beau poste, c'est difficile à dire parce que dans chacun, en particulier dans le ministère de l'écologie, j'ai eu la chance d'être dans la bonne phase de Jacques Chirac, là où il était un militant de l'écologie, donc d'avoir écrit la charte de l'environnement, ce qui n'est quand même pas rien, d'avoir fait une loi qui porte mon nom sur les risques naturels et technologiques, qui est une grande loi d'écologie et d'environnement avec la création en particulier de ce qu'on appelle les PPRT, les plans de prévention de risques technologiques, et d'avoir des choses puissantes, d'avoir fait le premier plan national santé-environnement, d'avoir apaisé le monde de la chasse que j'avais trouvé à feu et à sang, enfin, d'avoir fait des choses extrêmement puissantes en écologie et en quelque sorte d'avoir créé une nouvelle donne. Je suis la première ministre qui porte le titre de ministre de l'écologie, c'est-à-dire qui se place non plus dans une vision patrimoniale de l'environnement, mais qui se place dans une vision systémique des questions environnementales. Évidemment, le poste de ministre de la Santé, si je dois quand même accrocher la première place de mon palmarès, je l'y mets parce qu'on est en rapport avec la vie, la mort. J'ai aussi la chance de mettre sur pied une loi qui porte mon nom. C'est très rare d'avoir la chance de porter deux grandes lois qui portent votre nom et qui sont des lois qui réorganisent totalement un secteur du pays. La loi de 2009, la loi du 31 juillet 2009, c'est une loi qui réorganise complètement le système de santé. On peut ne pas être d'accord avec ses attendus, mais c'est la plus puissante loi depuis les lois qui ont été portées par le général de Gaulle et Michel Debré au début à l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Donc je crée les agences régionales de santé. Il y a quelquefois des gens qui me parlent des DAS. Je dis, vous savez que je les ai supprimés, les DAS, sans un jour de grève. Les gens sont ah bon, ça n'existe plus, les DAS, c'est vous qui les avez supprimés. C'est très étonnant. Je suis heureuse d'avoir fait une loi aussi puissante, une loi profonde de réorganisation qui a eu le mérite qu'on n'en parle pas. C'est ça mon succès. Vous avez oublié les expériences difficiles, douloureuses, quand vous étiez en charge de tel ou tel ministère. Pour la plaisanterie, je crois me rappeler que vous n'aviez pas les meilleurs rapports avec votre secrétaire d'État au sport, si je ne me trompe pas. Et d'autre part, en charge de la santé, vous avez connu des moments difficiles. Écoutez, les moments difficiles des ministères ne sont pas ceux que l'on croit. Moi, les moments les plus durs que j'ai eu à affronter, c'est la souffrance humaine. Les états d'âme de mes secrétaires d'État, peu me chaud. Les dossiers difficiles, on les affronte, on est taillé pour cela. Je me souviens quand des choses comme cela, quand je suis ministre de l'écologie, quand pendant la nuit du 31 décembre 2003, je ferme l'usine Roxo qui crache des légionelles à Valenciennes. Alors, avec le préfet de région, M. Schrott, nous fermons cela. Mais je veux aller voir les ouvriers dès le lendemain. Et là, je vois des types, vous savez, des grands ouvriers issus des familles polonaises, des colosses, qui pleurent dans mes bras de voir leur usine fermée, cette tour aéro-réfrigérante qui crachait des légionelles. Quand le Prestige fait naufrage au large de l'Espagne, je passe d'abord 1 heure avec M. Manuel Fraga Iribarne, le président de la région de Galice, qui ne me parle que de sa dernière partie de chasse
Et je dis à notre ambassadeur qui porte ma traîne, je dis, ce garçon sera battu. Oh, il me dit non, Madame la ministre, Monsieur Fraga Iribarne n'est imbattable. Il a été battu parce que moi j'avais vu les pêcheurs espagnols pleurer dans mes bras devant leurs plages souillées et leur revenu aboli. Ce qui me fait pleurer, ce qui m'émeut, ce qui est difficile, c'est de rencontrer des gens qui ont perdu leur enfant parce qu'il y a eu une erreur médicale, des infirmières qui s'occupent de petits-enfants atteints par le cancer et qui disent « je ne peux plus supporter la souffrance des parents ». Le reste, ça n'a pas d'importance. Vous avez supporté, donc j'allais dire aisément, les polémiques qui étaient liées en quelque sorte inévitablement à votre action ministérielle. Oui, j'ai supporté les polémiques parce que... Même les procès injustes. Oui, je les ai supportés parce que ça fait partie du sac à dos qu'on met sur votre dos et qu'après tout, si on ne veut pas les supporter, c'est bien facile, il y a tellement de gens qui veulent prendre votre place. Dans les polémiques, ce que j'ai eu du mal à supporter, c'est la souffrance qu'on a fait aux miens. Quand, par exemple, votre marionnette des Guignols de l'Info porte en incrustation la ménagère de moins de 50 de QI, mes parents ne m'ont pas légué de fortune personnelle, les deux étaient de gens très modestes. Ma grand-mère maternelle ne savait ni lire ni écrire. Mon père était le fils de paysans qui n'étaient pas propriétaires de leurs terres. Ils n'avaient qu'un idéal. C'est d'abord l'idéal de servir la France, bien sûr, mais la seule dot que j'ai reçue, c'est de faire des études. C'était des gens qui lisaient, qui écoutaient de la musique, parce que leurs parents n'étant pas cultivés, ils voulaient être cultivés. Je crois qu'ils m'ont donné les outils de la connaissance et les outils de l'intelligence. Je suis rentré en 6e à 8 ans. Oui, j'étais fière de mon intelligence, de ma culture, de ma capacité de raisonnement, et de voir cela, c'était l'humiliation totale. Et l'humiliation que j'infligeais aux miens, de passer pour une gourde, ça c'était impossible. Quand mon fils, qui avait 11 ans, mon fils Pierre, m'a mis sur mon oreiller un petit mot sur lequel il était marqué « Maman, c'est dur d'être ton fils ». C'était terrible. Moi, ce sont ces choses-là qui me font souffrir beaucoup plus que les polémiques imbéciles. On vous a toujours prêté une personnalité à juste titre, libre, sincère, parfois décontractée, étonnante dans le milieu politique. Comment s'est-elle accordée avec cette sorte de solidarité obligatoire au sein des gouvernements? Est-ce que vous n'avez pas eu du mal parfois pour vous oublier un peu? Je n'ai jamais voulu renoncer à ma liberté, d'abord parce que le fait d'être une femme et d'avoir conquis mes mandats contre mon camp, à chaque fois, me donnait une sorte de liberté. Ensuite, le fait que mes parents n'étaient pas des bourgeois, que c'était des gens qui étaient les purs produits de l'ascenseur républicain, faisait que je ne faisais pas partie d'un milieu social prédéterminé. Je n'avais pas acquis cette sorte de fluidité aristocratique ou bourgeoise. Je me suis toujours sentie un peu indésirable. J'étais un peu la cousine de province, finalement. Mais cela m'a donné Je n'avais de compte à rendre à personne. Oui, ça m'a donné de la liberté. Et puis j'estime que la solidarité n'est pas la servilité. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer dans ma vie politique des gens qui ont accepté cette liberté. Des gens comme Philippe Séguin quand il était président du RPR. Je me souviens quand j'ai décidé de voter le pacte civil de solidarité, qui était un engagement qui est le mien depuis très longtemps. Il m'a dit « je veux voir ton discours ».
Et donc, je suis allée lui montrer mon discours. Il a d'ailleurs corrigé l'introduction en me disant « il faut quand même que tu dises qu'on t'a laissé parler, même si si tu n'es pas dans le flux majoritaire. » Et à la fin, quand il m'a quitté, il m'a dit « tu en as de la chance de pouvoir dire ce que tu dis ». Vous n'avez jamais connu de blocage, Roselyne Bachelot, où, quel que soit votre désir de liberté, il y avait tout de même des pesanteurs qui l'entravaient? Jamais je n'ai ressenti cela. Jamais. Non, quand je reprends l'exemple du Pax, bon, il y a des gens qui m'ont combattu, mais ce n'étaient pas mes amis. Mes amis, eux... et c'est une caractéristique du parti gaulliste, finalement, des vrais gaullistes, ont accepté ma latéralité. Jean-Louis Debré, quand je remonte dans les travées, me dit « tu as raison, il faut toujours se battre pour ce qu'on croit ». Non, je n'ai jamais ressenti de pression dans des combats que j'ai menés, même un certain respect. En même temps, lorsque Nicolas Sarkozy est battu en 2012, vous écrivez très vite un livre qui fait beaucoup d'effets, beaucoup de bruit, et qui critique, pas globalement, sur des points non négligeables, le quinquennat qui vient de se dérouler. Est-ce que ça ne signifie pas que, précisément, vous n'avez pas pu dire tout ce que vous pensiez durant le quinquennat lui-même? Oui, effectivement, j'écris à feu et à sang en juin 2012. J'avais besoin de l'écrire parce que il est facile de se vautrer dans les charmes de la lucidité a posteriori. Mais vous savez, quand vous êtes ministre sur des gros postes, surtout que à ce moment-là, je m'occupe des affaires sociales et le président de la République et le Premier ministre m'ont chargé de faire une loi dépendance qui passera aux oubliettes pour des raisons budgétaires, mais j'ai voulu, dans ce travail, faire des assises régionales, je me suis rendu dans tout, faire des groupes de travail, essayer de faire un véritable travail de démocratie, non pas participative, je suis horripilé par ce terme, mais de démocratie, de consultation. Donc je suis très prise. Mais je vois des choses qui se mettent à se passer, qui se mettent à se fausser, des inflexions. Mais vous savez, on ne voit pas tout de suite, on ne comprend pas tout de suite ce qui est en train de se passer. On voit par exemple Laurent Wauquiez faire une déclaration sur le cancer de l'assistanat. Évidemment, je suis en charge, moi, du RSA. Je suis ministre des Solidarités. Et un collègue du gouvernement parle du RSA, s'autorise à parler du RSA et des conditions qu'il faudrait y mettre, alors que je suis ministre en charge. Et je dis à Nicolas Sarkozy, il faut remettre les choses d'aplomb, il faut les mettre solennellement au cours d'un conseil des ministres. Ce que Nicolas Sarkozy fait, il rappelle tout le monde à l'ordre. Un ministre court dans son couloir, un secrétaire d'État obéit à son ministre. Le ministre a barre sur lui ou sur elle, mais il ajoute à destination de Laurent Wauquiez, même si je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. On est en mai 2011, et puis il y a des déclarations, et puis il y a le fait que l'entretien que nous avions avec Nicolas Sarkozy, entretien extrêmement approfondi, que nous tenions toujours fin août, début septembre, sur ce qu'allait être la politique. Cet entretien est repoussé une fois, 2 fois, 3 fois, puis il est annulé. Le fait qu'on ne me demande aucune note sur les politiques sociales, alors que j'étais évidemment en disposition pour rédiger ces notes, même si on me les a demandées en catastrophe ensuite quand on a vu que ça ne marchait pas trop, mais enfin ça c'est un détail amusant.
Et tout ça, ce sont des petits cailloux qui se mettent, parce qu'en même temps, vous gérez toutes les affaires courantes. C'est pas, vous êtes à la tête d'un ministère qui gère la pauvreté, les droits des femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, enfin, tout ce qui est de ce ressort-là. Vous avez un train qui déraille tous les quarts d'heure dans le ministère dont vous vous occupez. Et c'est au bout d'un moment que tout ça se met en place. Et c'est pour ça que ce livre, en fait, je l'ai écrit, puisqu'il est sorti en juin. Mon éditeur voulait que je le sorte tout de suite après, puisqu'il était écrit. J'ai dit non, je laisse se dérouler les élections législatives, parce que je ne veux pas interférer de cette façon dans le débat, le perturber les élections législatives. Et il est donc sorti quelques jours après les élections législatives. Mais c'est vrai, vous avez raison, je me suis dit, est-ce que j'ai manqué de lucidité? Je crois pas. Mais les pièces du puzzle, tout d'un coup, se sont emboîtées. Quand, par exemple, on me dit, parce que je me pose des questions, on me dit, vous savez, c'est un certain monsieur Buisson qui a pris les commandes du cerveau de Nicolas Sarkozy. C'est le terme qui est employé par un haut dignitaire de la République. J'invite M. Buisson à prendre un petit déjeuner avec moi pour discuter de ces choses. Il n'a jamais répondu à mon invitation. Ça n'était pas qu'il était difficile, voire impossible, de parler sincèrement au président de la République? Je n'ai jamais eu le sentiment de ne pas pouvoir parler au président de la République. Il n'a pas été d'accord avec moi. Ça, c'est sûr. Mais je me souviens, après la grande conférence sociale du mois de janvier 2012, où il s'agissait de transférer le financement de la politique familiale des cotisations prélevées sur les salaires à un financement lié à de la fiscalité indirecte et en particulier de la TVA. Évidemment, dans ces conférences sociales, les associations familiales ne sont pas conviées, elles ne font pas partie des partenaires sociaux tels qu'on les définit classiquement. Mais il était quand même très difficile de changer fondamentalement le financement de la politique familiale sans en référer aux tenants de la politique familiale, aux associations familiales. Il y a donc une réunion qui est organisée. Et devant ces associations familiales, le président annonce, ce qu'il n'avait pas encore fait, qu'il était opposé au mariage ouvert aux homosexuels. Alors ça, c'est un de mes combats. Le président, dans cette réunion, qui a lieu quelques jours après la conférence sociale, dit « Je sais bien que Roselyne Bachelot n'est pas d'accord avec moi ». Il a tranché, mais jamais il m'a dit ma petite Roselyne, là, il faut que tu changes. Moi, j'ai décidé ça. Maintenant, je veux voir qu'une tête et tu files droit. Jamais. Jamais. Mais j'ai continué mes combats comme si de rien n'était. Avec Jacques Chirac, c'était... Et avec Jacques Chirac, c'était la même chose. Au fond... Juste une question un peu personnelle, si vous le permettez. Par quel miracle, vous qui avez cette personnalité, vous êtes-vous accordé, je crois, profondément avec François Fillon, dont la personnalité est aux antipodes de la vôtre, apparemment? Je me suis accordé avec François Fillon, qui a d'abord été le collègue de mon père à l'Assemblée nationale. Nous sommes tous les deux des Ligériens, nos deux circonscriptions se touchent, lui au sud de la Sarthe, moi au nord du Maine-et-Loire, sur ce bassin qu'on appelle le bassin des Trois-Rivières, et nous nous sommes rencontrés à travers deux prismes. D'abord la filiation avec Philippe Séguin, de ce qu'on appelle couramment le gaullisme social, même si les engagements de François Fillon... ensuite, n'ont pas été ceux-là. Je pense que je suis
mieux et plus que lui rester dans la tradition de Philippe Séguin. Cette proximité régionale qui a fait que nous avons pendant des années géré des dossiers ensemble d'industrialisation, d'infrastructure, de protection de l'environnement. Il a été mon président de conseil régional. Moi, j'étais président de la commission de l'aménagement du territoire. Et donc, voilà, nous avions une proximité de travail, d'amitié, des racines terriennes, ligériennes. Et François a été d'une loyauté à mon endroit extrême, toujours. Donc, il y a une amitié qui est très forte. Nous avions des dissensions terribles, et en particulier sur toutes les questions de société, nous n'étions absolument pas à l'unisson. Mais nous l'acceptions. Pourquoi faudrait-il, avec un ami, s'entendre sur tout? Et oui. Alors bien sûr, pour moi, ce qui s'est passé lors des élections présidentielles a été une grande souffrance. Même si je me suis éloigné de la carrière politique et de l'engagement politique, mes idées, mes convictions, je ne les cache pas. Mais il y a une phrase de Robert Desnos que j'aime bien et qui dit « Un jour je te décevrai et ce jour-là j'aurai besoin de toi ». Vous n'avez pas envie de faire votre analyse de cet échec comme Patrick Stefanini a décidé de le faire? Non, je ne veux pas le faire. D'abord parce qu'il est important d'écrire pour l'histoire quand on fait de la politique. Et si j'ai écrit ce livre à feu et à sang, c'est parce que j'étais détentrice d'une parcelle brillante de cette histoire. J'avais une légitimité à l'écrire pour moi personnellement. Mon témoignage, il est important parce que j'étais quelqu'un qui était dans le ventre du monstre. Patrick Stefanini aussi, il a un témoignage historique à apporter. Mais je ne veux pas rentrer dans le cerveau de François Fillon comme vous êtes entré dans le cerveau d'Emmanuel Macron. Voilà, parce que je pense que, étant donné les liens de proximité que nous avons, ce serait soit une indiscrétion, soit une trahison. Dans l'univers médiatique qui est devenu le vôtre, vous semblez absolument à l'aise. Est-ce que c'est devenu véritablement quelque chose comme une seconde nature, une seconde peau pour vous, ou est-ce qu'il a fallu vous habituer? J'ai voulu que ma vie soit une vie de bonheur et de plaisir. J'ai fait des choses très différentes dans ma vie. J'ai d'abord commencé en étant salarié. J'ai eu ensuite, j'ai fait des études, je crois brillantes. J'en suis sûr. J'ai donc exercé différentes formes de pharmacie, de la recherche. Ma thèse est consacrée aux liaisons carbone-hydrogène dans les molécules complexes. Je suis une pure scientifique, par spectrophotométrie infrarouge, je précise, pour les amateurs de ces choses. Ensuite, j'ai fait de l'humanitaire en Afrique. Pendant 7 ans, j'ai fait de la pharmacie ambulante dans le Fouta Djallon, dans la Guinée-Conakry. Donc, ce sont des expériences très, très lourdes, très fortes, de la politique, bien sûr. Et quelque part, je voulais terminer en beauté cette carrière politique. Je ne savais pas très exactement ce que j'allais faire, mais mon père m'avait dit cette phrase de Clémenceau: la politique, c'est comme un hamac, on a beaucoup de mal à monter dedans. Ensuite, quand on est dedans, on est ballotté de droite à gauche, et en général, on se casse la gueule en sortant. Et j'avais dit, je ne me casserai pas la gueule en quittant la politique. Et je savais que j'allais faire quelque chose, de l'enseignement, des médias. C'était en arrière-plan, parce que pour ne rien vous cacher, j'avais été tout au long de ma vie sollicité pour être dans les médias.
il y a un directeur de Canal+, qui m'a dit « Il y a 10 ans que je vous regarde, et il y a 10 ans que je me dis que quand elle quittera la politique, je l'appellerai. » Donc, quand on m'a tout de suite, après que j'ai quitté la politique, j'ai eu plusieurs sollicitations, je me suis dit « Ça doit correspondre à quelque chose ». Et j'ai pensé à ma jeune sœur Françoise qui m'avait dit un jour « Pour toi, la vie, c'est une coupe de fruits. Tu mords dans chaque fruit et le sucre des fruits coule le long de ta bouche. » Est-ce qu'au cours de votre carrière politique, vous avez frôlé parfois un ministère qui aurait été parfait pour vous, le ministère de la Culture? Ça faisait beaucoup rire Frédéric Mitterrand parce qu'il savait que c'était mon rêve d'être ministre de la Culture. Et quand j'allais lui rendre visite rue de Valois, il me disait « J'ai l'impression que tu es comme le croque-mort de Lucky Luke, que tu es en train de prendre les mesures. » Et je lui disais « Attention, hein, attention à mes fauteuils, attention aux commodes, tu n'abîmes rien. » Et je n'ai jamais été ministre de la Culture. Mais finalement, de la même façon que mon père disait « J'aime trop la liberté pour être un libéral », je me demande si finalement je n'aime pas trop la culture pour en être la ministre ou pour en avoir été la ministre. Parce que le ministère de la Culture, c'est aussi un ministère extrêmement réactionnaire où il est très difficile de faire bouger les choses. Dans chacune des fonctions ministérielles que j'ai occupées, j'ai vraiment fait bouger les choses. J'ai profondément changé l'administration de l'environnement de ce pays. J'ai profondément changé l'administration de la santé. J'ai fait des choses extrêmement puissantes. Et on croit que la France est un pays réactionnaire. C'est pas vrai. Mais il faut accepter de passer une journée entière avec la DAS de la Nièvre, où vous avez 30 agents qui vous attendent et vous leur expliquez que du haut de ces pyramides, 40 siècles les contemplent et qu'ils vont faire des choses. Il faut passer du temps avec les gens. Et oui, ça me rappelle trop de souvenirs. Que pensez-vous des premiers mois de la présidence d'Emmanuel Macron? Je regarde Emmanuel Macron avec intérêt et curiosité. Je ne suis pas encore arrivé à penser, je ne suis pas arrivé à détecter s'il a vraiment changé les choses ou si ces choses, c'est cosmétique, c'est une sorte de coagulation d'impondérable. Il a une incontestable élégance, ce qui compte dans la politique. Une incontestable élégance, une classe, je pense qu'une séduction tout à fait considérable. Cette façon qu'il a quand vous parlez avec lui, de vous faire croire que vous êtes le seul être au monde. Il y avait lui et Jean d'Ormesson qui avaient cette capacité absolument extraordinaire de vous faire sentir, pour Jean d'Ormesson, que vous êtes la personne la plus séduisante du monde, et pour Emmanuel Macron, que vous êtes la personne la plus intelligente du monde. Si seulement il pouvait y avoir des hommes qui étaient à la quintessence d'Emmanuel Macron et de Jean d'Ormesson, alors là, nous serions les déesses de cette terre. Je ne sais pas s'il arrivera à changer vraiment la politique française, parce qu'il y a aussi des choses que je trouve tellement vieilles là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une redistribution des cartes. Finalement, arriver à considérer qu'en reconstituant l'UDF, on a fait de la nouveauté, j'ai quelques questionnements, j'ai quelques questions dans ma tête. En même temps, jamais vous ne vous dites que vous auriez été peut-être très à l'aise sur le plan politique dans ce nouvel univers. J'aurais été très mal à l'aise, pour une raison simple, c'est que je regarde... Bon, il y a le président de la République, mais je trouve très intéressant de regarder l'Assemblée nationale et ses nouveaux députés macronistes. Mon Dieu, que j'aurais été mal à l'aise dans ce groupe caporalisé, avec des gens qui, pour la plupart, n'ont pas de culture politique. Moi, je vivais au milieu de gens qui avaient fait l'histoire de France,
qui avait conquis de haute lutte des fiefs politiques, où il connaissait, comme moi, c'était mon cas dans ma circonscription, où on connaît chaque ferme, chaque maison, chaque conseiller général, chaque conseiller municipal, où on est les purs produits d'un terroir qu'on a conquis, d'un fief dans lequel on est enraciné, avec des gens qui avaient été les compagnons du général de Gaulle. Et je vois des gens totalement hors sol, mais c'est pas possible, et qui sont en adoration devant cette idole qu'est Emmanuel Macron. Mais moi, j'ai jamais eu d'idole. Moi, j'ai servi des présidents de la République, mais en passant un pacte politique avec eux. Moi, je n'étais pas la petite fille de ces gens-là. Je suis la petite fille de la Ve République, sans doute, et même de la IVe. Mais quand je vais voir Nicolas Sarkozy en 2004, et que je lui dis « Tu seras mon candidat », il ne vient pas me solliciter. C'est moi qui le choisis. J'ai choisi mes présidents. Quand je soutiens Jacques Chirac, personne, pratiquement, au RPR ne le choisit. On a une conversation tous les deux avec Jacques Chirac, dont je me souviendrai. C'était aux journées parlementaires de Colmar. Tout le monde l'avait abandonné. Tout le monde n'en avait que pour Édouard Balladur. Et on était dans le même hôtel. Hein. Il faisait bon, en septembre. On s'assied tous les deux sur le banc. Ça devait ressembler à Raymond Souplex et Jeanne Sourza. Et j'étais avec Jacques et je lui explique que je lui dis ne sois pas trop bon, parce que les gens, ils se disent si Balladur est élu, il nous pardonnera jamais de ne pas l'avoir soutenu. Tandis que toi, on s'est dit on peut bien aller vers Balladur, de toute façon, si Jacques Chirac est élu, il nous pardonnera. Je lui dis sois dur, sois plus sévère. Je me souviendrai toute ma vie de cette conversation, mais je le choisis, Jacques Chirac. Moi, je passe des pactes politiques. J'étais une femme politique. Je ne suis pas une groupie. Est-ce que ça n'est pas la rançon du surgissement irrésistible de personnes qui ne s'étaient jamais engagées? Alors ça pose la question. Est-ce que la politique, c'est ça maintenant? Est-ce que c'est d'être en adoration devant un homme et de regarder des choses techniques, des dossiers, ou est-ce que c'est de porter des territoires? Ce que je trouve quand même très, très paradoxal, c'est qu'on sent un pays qui est en train d'exploser, les sociologues, les journalistes ont sorti des dizaines de livres sur la France périphérique, sur la France des oubliés, sur le fait que les gens ont le sentiment qu'on ne fait plus attention à eux, qu'on ne les considère plus. Et on a curieusement des élus totalement hors sol. Cette conjonction de ce mouvement qui est totalement paradoxal fait que je ne me sentirais pas bien du tout dans la politique telle qu'elle est aujourd'hui. Je sais que ça fait un peu vieil imbécile de dire ça, mais je revendique. Avec ce métier médiatique qui est le vôtre depuis quelque temps, quel est votre comportement professionnel? Est-ce que vous avez compris la nature des médias? Vous vivez comme journaliste, comme animatrice, comme spécialiste du questionnement, comme remarquable chroniqueuse, subjective? Quelle est votre vision de la chose? Je ne veux pas m'élever au-dessus de ma condition. J'effectue certes un métier de journaliste, et à considérer certains, je me dis que je suis peut-être pas totalement indigne à revendiquer ce titre. Mais je revendique aussi ma subjectivité. Quand on me demande ce que je fais, je dis je suis éditorialiste. C'est-à-dire que j'ai un point de vue, et d'ailleurs, dans les groupes qui se sont acquis mes prestations, je refuse absolument d'être salarié, car je veux une indépendance d'écriture et de position. On me dit avec une pointe de vulgarité, on veut du Bachelot.
ils n'achètent pas des prestations d'analyse totalement neutres. Non, ils veulent un point de vue, le point de vue de quelqu'un qui a traversé finalement un demi-siècle de vie politique. Je suis d'ailleurs toujours étonné de voir l'inculture, y compris d'un certain nombre de politiques, quand on parle de la 4e République, alors que nous sommes les enfants de la 4e République, de la Seconde Guerre mondiale, que les choses qui se sont passées à la Libération sont extrêmement importantes. Tout le monde parle du Conseil national de la résistance. Mais il y avait quoi dans le Conseil national de la résistance dont vous vous gargarisez? C'était quoi qui savent à peine qu'il y a eu des guerres coloniales pas si loin de nous, qu'est-ce qui s'est passé en 1958, qu'est-ce que dit la Constitution de la Ve République. Je voudrais être petite souris et aller interroger les députés de la République En Marche en disant c'est quoi la Constitution de la Ve République, elle dit quoi? Et donc, voilà, c'est ça que je veux, cette expérience, le terme n'est pas juste, cette connaissance, cette historicité de mon parcours, je pense qu'elle est finalement, j'allais dire, un peu sans égal à Hic et Nunc. Une liberté qui est fondée sur une certaine culture, on peut le dire. Il ne peut pas y avoir de liberté sans connaissance, sans culture. Je suis une femme de culture, c'est évident. Moi, le fait de ne pas lire plusieurs livres par semaine m'est étranger. Je sors tous les soirs, je vais voir un opéra, un concert, une exposition. La vie est trop formidable pour qu'on regarde, je ne sais pas, Danse avec les stars ou Koh-Lanta. Justement, je voulais évoquer une autre passion de votre vie, c'est l'opéra. Vous n'avez jamais mis en scène un opéra? On me l'a proposé de mettre en scène l'opéra, mais là aussi c'est très complexe. La mise en scène d'opéra, des grands s'y sont cassés la figure, parce que c'est la chose la plus difficile. Il faut mettre en scène des comédiens-chanteurs, ce qui est très complexe. J'ai la chance de connaître l'opéra, évidemment les œuvres, mais de connaître aussi, de par mes relations, l'opéra derrière les coulisses, de connaître les chanteurs, les metteurs en scène, les musiciens, d'avoir vu ce qui se passe derrière. Quand vous allez dans les coulisses d'une grande maison d'opéra, quand vous voyez ces cathédrales de techniques, ces câbles, ces décors, d'abord, vous réalisez l'incroyable exploit des chanteurs, pour lesquels j'ai une affection, une admiration profonde. Pour moi, il y a deux exploits humains sans pareil. Ce sont les alpinistes et les chanteurs d'opéra. Ce sont les deux exploits où il faut être absolument maître de son esprit, de son âme et de son corps en même temps. Et c'est impressionnant. Est-ce qu'il y a encore quelque chose aujourd'hui que vous auriez envie de vivre, une nouvelle page? Alors il y a toujours les rêves inaccessibles, ceux-là je n'en parle pas, ils sont dans le cimetière des illusions. Il y a deux choses que je voudrais vivre. La première, j'aimerais enseigner. Ça a toujours été un rêve que de transmettre non plus à des auditeurs désincarnés ou à des téléspectateurs désincarnés, mais me trouver face à une classe, à un amphithéâtre, et de pratiquer cela. Et la deuxième expérience que je veux vivre et à laquelle je me prépare, c'est la mort. Parce qu'il n'y a rien de plus important que de se dire qu'il faut que dans cette approche, dans cette agonie inévitable qui nous attend, on est à la hauteur. Vous y pensez? Tous les jours. Vous avez peur? J'ai raisonnablement peur. Comment faites-vous pour demeurer si gai, confronté à cette finitude fatale?
je ne pense pas être gay. Je pense être poli, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais la politesse de l'espoir, si j'ose dire. La politesse de la gaieté. Si, au fond, le bonheur a du sens pour vous. Le bonheur a le sens que j'essaie que les gens qui vivent avec moi soient le plus heureux possible. J'ai la chance d'être... d'abord de bien gagner ma vie, ce qui est quand même un élément tout à fait important, et de décider que tout ce que j'avais comme possibilité, je le consacrerai aux autres. Je vis simplement, mais j'ai décidé que, évidemment, que moi j'avais beaucoup reçu dans ma vie, donc que je m'occupais d'une association pour la santé des femmes avec une maternité au Togo et au Tchad, que j'organise des concerts pour des personnes atteintes d'Alzheimer en donnant des bourses pour les chanteurs, les jeunes chanteurs qui viennent chanter pour ces personnes atteintes d'Alzheimer, que je m'occupe de l'Institut de cancérologie de l'Ouest, etc. Et que j'ai décidé, je consacre 1 mois de mes revenus à ces œuvres, parce qu'il n'y a pas d'amour, hein, il n'y a que des preuves d'amour dans la vie. Donc ça, c'est très important pour moi. Et de consacrer, de consacrer beaucoup de temps, le tiers de mon temps, à ces œuvres caritatives. Donc, oui, ma vie, elle est très bien organisée. 1 tiers pour les médias, 1 tiers pour l'écriture, 1 tiers pour les actions caritatives et ce que je veux faire pour les autres. On n'a pas le droit de ne pas rendre ce qu'on a reçu. Le retour de Roselyne Bachelot en politique, c'est complètement inconcevable? Le retour de Roselyne Bachelot en politique, c'est totalement inconcevable. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Il faut pas. Il faut que les choses soient irrémédiables, sinon elles n'ont pas de noblesse. Merci beaucoup, Roselyne Bachelot, en espérant que une certaine fatalité arrive le plus tard possible. Merci beaucoup. Merci.